Je n'oublierai jamais ces mots. Madame Beaumont, votre mari ne va-t-il pas à Lyon tous les premiers mercredis du mois? Mon cœur s'est arrêté un instant. Mes doigts se sont glacés. Cette question banale de Monsieur Leclerc, l'employé de banque, a sonné comme une alarme dans tout mon corps. Cette brûlure familière dans mon estomac a commencé, celle que je ressentais depuis des années mais que j'ignorais. L'intuition féminine, dit-on. La voilà. Je m'appelle Madeleine Beaumont, j'ai 68 ans, et aujourd'hui, vendredi 22 mars 2024, j'ai découvert que mes 42 ans de mariage étaient un mensonge. Comment l'ai-je découvert? Par un billet de train. Petit, insignifiant, un simple bout de papier. Mais parfois, les plus petites choses cachent les plus grandes vérités, n'est-ce pas? Parfois, une facture, un reçu, un billet. Parfois, ces choses changent toute votre vie. Ce matin-là, je me suis réveillée dans ce qui serait le dernier jour normal de ma vie, mais je ne le comprendrai que le soir venu. 7 heures du matin, dans notre appartement du quartier Croix-Rousse à Lyon. Henri dormait à mes côtés, comme toujours. J'ai préparé du café, réchauffé des croissants, contemplé la Saône depuis le balcon. Les mouettes criaient, le fleuve scintillait sous le soleil matinal. C'était une belle journée, la dernière belle journée. Henri lisait son journal au petit déjeuner, Le Figaro. Le même journal chaque matin, quand il a dit « Je dois aller à la banque aujourd'hui ». Il n'a même pas levé les yeux. Un problème avec la carte de crédit. D'accord, ai-je dit, en sirotant mon café. Allons-y ensemble, je dois faire les courses au marché. Normalement, Henri aurait protesté. Pas besoin, Madeleine, fais tes courses, je m'en occupe. Mais ce matin-là, il s'est arrêté. Il a levé les yeux vers moi. 1 seconde, 2 secondes. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Était-ce de la peur ou juste mon imagination? Si tu veux, a-t-il dit, viens. C'était ce moment, ce tout petit moment, ce tremblement dans les yeux d'Henri. Peut-être aurais-je dû tout comprendre là, mais je ne l'ai pas fait, parce que parfois nous ne voyons pas ce que nous ne voulons pas voir. En marchant vers la banque, Henri était silencieux, plus silencieux que d'habitude. Ses mains enfoncées dans ses poches, ses épaules tendues. « Ça va ?» ai-je demandé. « Ça va, juste cette histoire de carte qui m'énerve. » Mais sa voix était étrange, creuse, comme s'il lisait un scénario plutôt que la vérité. Pendant qu'Henri parlait avec Monsieur Leclerc dans la cabine vitrée, j'attendais dehors. Je voyais l'intérieur à travers le verre, mais ne pouvais pas entendre. Je voyais le dos d'Henri, comment ses épaules se tendaient, comment sa tête s'inclinait vers l'avant. Puis, Monsieur Leclerc a sorti un dossier. Il a montré des pages. Le dos d'Henri s'est encore plus tendu. Il a couvert son visage de ses mains. Il est resté ainsi 1 seconde. Et moi, là, dehors, sur ma chaise en plastique, j'ai observé ce moment, l'effondrement de mon mari. Mais je ne savais pas encore de quoi il s'effondrait. 10 minutes plus tard, il est sorti. Son visage était rouge vif. Il évitait mon regard. « C'est réglé », a-t-il dit brièvement. « Allons-y. » Mais ses mains tremblaient. En essayant de boutonner sa veste, il s'est trompé de boutonnière 2 fois. « Henri. Allons-y, Madeleine, je suis fatiguée. » Nous sommes rentrés, sans un mot. Nous avons marché le long de la Saône, mais je ne pouvais pas voir sa beauté. Je n'entendais que la respiration d'Henri, rapide, superficielle. Quand nous sommes arrivés à la maison, il a dit « Je vais me reposer un peu » et est passé dans la chambre. Il a fermé la porte derrière lui. Je suis passée dans la cuisine. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas pourquoi. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. J'ai voulu suspendre sa veste. Je l'ai prise par la manche, et à ce moment, un papier a glissé de sa poche. Lentement, silencieusement, sur le plancher de bois. Je me suis penchée. Quand mes doigts ont touché le papier, il m'a presque brûlé. Du papier blanc, innocent. Mais les mots dessus. Mon Dieu, les mots. Un billet de train. Lyon, Marseille. Aller-retour. Tous les premiers mercredis du mois. Date, 3 janvier, 7 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin. Les 6 derniers mois. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Les 4 murs se sont rapprochés. J'ai oublié de respirer. Henri allait à Marseille? Tous les premiers mercredis du mois? Je joue au golf tous les premiers mercredis, me disait-il, depuis des années, au club de la banque, pour le networking avec les clients.
Mais ces billets allaient à Marseille, pas à Lyon. J'ai retourné le billet. Au dos, quelque chose était écrit à l'encre à la main. S. t'attend. 14h30, gare. S. Qui était S? À ce moment, dans cette cuisine, avec un billet de train dans la main, j'ai ressenti la première fissure de mes 42 ans de mariage. Petite, fine, mais elle était là. J'ai remis le billet dans sa poche. Soigneusement, lentement, je suis entrée. Repose-toi, mon chéri, et je dis derrière la porte. Ma voix était normale, mais je brûlais à l'intérieur. Je suis passée au salon. Je me suis assise sur le canapé, mes mains sur mes genoux, tremblantes. Que devais-je faire? Demander? Ou Une voix murmurait en moi. Demande. Demande tout de suite. Peut-être qu'il y a une explication. Mais une autre voix disait ne demande pas, parce que tu connais la réponse. Et quand tu connaîtras la réponse, tout changera. Je suis restée assise ainsi 2 heures. J'ai réfléchi. J'ai pleuré. J'ai pris ma décision. Je ne demanderai pas. Pas encore. D'abord, j'enquêterai. Je rassemblerai des preuves. J'apprendrai la vérité. Parce que je savais, si je demandais à Henri, tu me trompes, il nierait, il mentirait, il serait plus prudent. Non, j'agirais en silence. J'avais 68 ans, mais je n'étais pas stupide. J'étais mariée depuis 42 ans, mais je n'étais pas aveugle. Plus maintenant. Avez-vous déjà vécu ce moment glaçant, une preuve dans nos mains, un doute dans notre cœur? Qu'avez-vous fait? Écrivez honnêtement, je ne juge pas. Peut-être vos expériences me guideront-elles. Écrivez en commentaire « J'ai vécu ça » ou « Jamais vécu ça ». Chaque expérience compte, chaque voix est importante. 42 ans plus tôt, 1982. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là, nous devons revenir en arrière, au début, quand tout était innocent. J'avais 23 ans. Je travaillais comme infirmière dans un grand hôpital à Grenoble. Garde de nuit, longues heures, fatigant mais satisfaisant. J'aidais les gens, je sauvais des vies parfois. Jeune idéaliste, pleine de vie. Henri était employé de banque. 25 ans, beau, poli, ambitieux. Il avait des cheveux bruns foncés à l'époque, maintenant verts, et quand il souriait, ses yeux se plissaient. Nous nous sommes rencontrés au mariage d'une amie, juin 1981, à Lyon, dans une petite église. Après la cérémonie, pendant l'apéritif dans le jardin, Henri s'est approché. « Madeleine » dit-il en me tendant un verre de vin. Un beau nom, comme dans le roman de Proust. J'ai été surprise. La plupart des hommes ne lisent pas Proust. Vous l'avez lu? Ai-je demandé? Oui, à la recherche du temps perdu. Une œuvre magnifique, un peu longue mais elle en vaut la peine. J'aime la littérature. Balzac, Flaubert, Zola. Et nous avons parlé, pendant des heures. Nos goûts musicaux étaient similaires. Édith Piaf, Charles Aznavour. Nos rêves étaient similaires. Une belle maison, des enfants, la paix. Un jour, je serai directeur de banque, a dit Henri, avec une étincelle dans les yeux. Nous aurons une belle maison. Nous aurons des enfants. Tu continueras à être infirmière. Je te soutiendrai, parce que je ne suis pas un homme d'ancien type, Madeleine. Je soutiens que les femmes travaillent. Je l'ai cru. Parce que nous étions encore jeunes. Les mensonges n'avaient pas encore commencé. La déception, la trahison, la distance n'étaient pas encore venues. Nous sommes sortis ensemble 6 mois. Les week-ends, je venais de Grenoble à Lyon, où il venait me voir. Nous faisions des randonnées, allions au cinéma, dans de petits restaurants. Un soir, sur la colline de Fourvière, en regardant toutes les lumières de Lyon, Henri s'est agenouillé. « Madeleine », a-t-il dit, avec une petite boîte de velours dans la main. « Veux-tu m'épouser » J'ai pleuré, de bonheur. « Oui », ai-je dit, « oui, oui, oui ». Et nous nous sommes mariés, le 12 juin 1982, à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Une petite cérémonie, seulement 50 personnes. Ma famille, des amis, les collègues d'Henri. Je portais une robe de mariée blanche, celle de ma mère, un peu démodée mais belle. Henri portait un costume bleu marine, une rose blanche à la boutonnière.
Je t'aimerai pour toujours, a-t-il dit, en passant l'alliance à mon doigt. Sa main tremblait, la mienne aussi. Et j'y ai cru. J'y ai cru pour toujours. Les premières années étaient vraiment belles. Nous avons loué un petit appartement à Croix-Rousse. Au 4e étage, pas d'ascenseur, mais la vue de la fenêtre était magnifique. Chaque matin, nous prenions le petit déjeuner ensemble. Le soir, nous rentrions fatigués. Les week-ends, nous nous promenions au parc de la Tête d'Or, regardions les cygnes sur le lac. Un jour, nous y promènerons nos enfants, disait Henri, en tenant ma main. Et c'est arrivé. En 1984, ma fille Céline est née. Le 3 mars, à 14h22, un bébé minuscule, au visage rouge, furieux. Dès sa naissance, elle a pleuré, crié, rugi au monde. Elle a l'esprit d'une guerrière, a dit la sage-femme en souriant. Elle sera une fille forte. Quand Henri l'a prise dans ses bras pour la première fois, ses yeux se sont remplis de larmes. Les larmes coulaient sur ses joues. « Notre fille !» a-t-il dit. « Madeleine, regarde, notre fille ! Comme elle est belle, comme elle est parfaite. » À cette époque, Henri était un bon père, vraiment bon. Quand Céline pleurait la nuit, il se levait. « Tu es fatiguée, je m'en occupe », disait-il. Il changeait les couches, chantait des berceuses. Dodo, l'enfant do. Avec sa voix, Céline se calmait, s'endormait. En 1987, mon fils Marc est né, le 15 octobre. Cette fois, l'accouchement était plus facile. Marc était un bébé silencieux, contrairement à Céline. Il ne pleurait pas, il regardait juste. Avec ses grands yeux verts, il observait tout autour. Henri était encore plus heureux cette fois. « J'ai un fils !» disait-il à tout le monde, à ses collègues de la banque, aux voisins, même à la caissière du supermarché. « J'ai un fils, le nom Beaumont continuera. » Avec 2 enfants, la vie était plus difficile, bien sûr. J'ai commencé à travailler à temps partiel à l'hôpital. Le matin avec les enfants, l'après-midi en service. Henri a eu une promotion, il est devenu directeur adjoint. Il travaillait plus, gagnait plus, était moins à la maison. Mais cela semblait normal. C'était la vie des familles qui travaillaient. La course, la fatigue, mais le bonheur. En 1990, nous avons déménagé dans un appartement plus grand. 3 chambres, 2 salles de bain, le balcon donnait sur la Saône. « Regarde, Madeleine, » a dit Henri en me donnant les clés, le premier jour dans l'appartement vide. « Je t'avais promis. Une belle vie. La voilà, nous l'avons réalisée. » Et nous nous sommes embrassés. Dans le salon vide, dans le vide qui résonnait, nous étions heureux, vraiment heureux. Ou du moins, je le croyais. Mais en 1995, quelque chose a changé. Subtil, presque imperceptible. Mais cela a changé. Henri a eu une promotion, une grande promotion. « Je suis maintenant coordinateur régional », a-t-il dit au dîner. Il y avait une étincelle dans ses yeux. « Je vais gérer les régions de Lyon, Grenoble, Marseille. »« Henri, c'est formidable !» ai-je dit. « Nous nous sommes enlacés. Je suis si fière, tu le mérites. » Mais, a-t-il dit en se reculant, il évitait mon regard. « Mais je vais beaucoup voyager. Je devrais aller dans chaque ville. Réunions, clients, inspections. Parfois, je ne serai peut-être pas à la maison pendant des semaines. » Pour la première fois, j'ai ressenti une gêne dans mon estomac. Froide, lourde. « Combien de fois ?» ai-je demandé. Peut-être 2 ou 3 fois par mois. Mais c'est nécessaire, pour la promotion. Meilleur salaire. Nous économiserons pour l'université des enfants. Je comprends, ai-je dit. Mais est-ce que je comprenais vraiment, ou faisais-je juste semblant de comprendre ? Une voix murmurait en moi. Faux ! Quelque chose ne va pas. Mais j'ai réprimé cette voix. Parce que Henri était mon mari, je faisais confiance à sa parole. Les voyages ont commencé. Henri partait le lundi matin, revenait le mercredi soir, ou partait le jeudi, revenait le dimanche. J'étais à Grenoble, disait-il. Il ouvrait sa valise, sortait le linge sale. Les réunions ont duré très longtemps.
Mais un jour, il avait laissé ses papiers sur la table. En les ramassant, j'ai vu un reçu d'hôtel. Hôtel Le Richelieu, Marseille. Henri, ai-je dit le soir, tu es allé à Marseille? Il s'est arrêté, a posé sa fourchette. Oui, d'abord Grenoble, puis Marseille. Pourquoi? Pour rien, juste curieuse. Ne sois pas trop curieuse, Madeleine. Sa voix s'est durcie. Mon travail est compliqué, très fatigant. Je ne veux pas d'interrogatoire à la maison. Je me suis retirée. Je suis désolée. Et le sujet s'est tu. Mais cette nuit-là, au lit, pendant qu'Henri dormait, je l'ai regardé. Son visage était paisible. Aucun signe d'inquiétude, aucune trace de culpabilité. Et j'ai pensé, peut-être que c'était vraiment du travail. Peut-être que j'étais paranoïaque. Je me suis convaincue. Les années ont passé. Céline a commencé le lycée, Marc le collège. Je suis revenue travailler à temps plein à l'hôpital. Henri a voyagé encore plus. Et en l'an 2000, il a dit quelque chose de nouveau. « Je me suis inscrit à un club de golf », a-t-il dit. Un dimanche soir de mars. Nous jouons tous les premiers mercredis du mois. C'est bon pour les connexions professionnelles. Le patron de la banque joue aussi. Du golf? Ai-je dit, surprise. Tu n'as jamais joué au golf? J'apprends. Mes collègues jouent aussi. Je dois apprendre pour le networking. C'était logique. Le monde des affaires était ainsi. Golf, dîner, socialisation. Quel club? Ai demandé. Club de golf de Lyon, à Écully. Bien. J'espère que tu t'amuseras. Et cela a commencé. Tous les premiers mercredis du mois, Henri allait jouer au golf. Ou du moins, c'est ce qu'il disait. Mais un jour, en 2003, en apportant la veste d'Henri au pressing, j'ai vérifié les poches. Et j'ai trouvé quelque chose. Un parfum, imprégné dans le tissu. Un parfum de femme. Floral, doux, lourd. Un parfum que je n'utilisais pas. Henri, et je dis ce soir-là au dîner, mon cœur battait fort. Ta veste sent le parfum. Il n'a même pas posé sa fourchette. La nouvelle secrétaire à la banque, Colette. On s'est serré la main, son parfum était fort, ça a dû déteindre. Ah, et je dis, je comprends. Mais je n'y croyais pas. Au fond de moi, je n'y croyais pas. Mais que pouvais-je faire? Je n'avais pas de preuves, juste une odeur, un doute. Et j'avais peur. Peur d'apprendre la vérité. Parce que si Henri me trompait vraiment, alors que ferais-je? Partirais-je? Avec 2 enfants? Dans la quarantaine? Seule? Non, j'ai ignoré. J'ai verrouillé mon doute à l'intérieur. Et j'ai continué à vivre, comme si tout était normal. Mais la nuit, dans mon lit, pendant qu'Henri dormait, je l'observais. Et je me demandais, qui est vraiment cet homme? Mon mari ou un étranger? Je ne connaissais pas la réponse. Pas encore. 2020, la pandémie. Leçon du silence. La pandémie a tout changé, vous savez. Le monde entier a changé. Mars 2020, la France est entrée en confinement. Restez chez vous, a dit le gouvernement. Ne sortez pas, le virus tue. Et nous sommes restés, comme tout le monde. Pour la première fois en 25 ans, Henri était à la maison tous les jours. Matin, midi, soir. Pas de voyage, pas de réunion, pas de golf. Juste moi et Henri, entre 4 murs. La première semaine était étrange, mais gérable. « Vous avez enfin du temps ensemble ?» a dit Céline au téléphone. Elle était à Paris, dans son propre confinement. « Profitez-en, maman. Soyez romantique. » Romantique? La deuxième semaine, le silence s'est alourdi. Henri passait toute la journée dans son bureau, porte fermée. « Je travaille à distance », disait-il. « Ne me dérange pas. » Il sortait pour le déjeuner, prenait son assiette, retournait dans son bureau. « J'ai une réunion, visioconférence. » Au dîner, nous regardions la télévision. Mais nous ne regardions pas. Nous étions juste assis, mangeant nos assiettes, silencieux. « Henri » ai-je dit un soir, n'en pouvant plus. « Parlons un peu. Comment vas-tu? À quoi penses-tu » Il m'a regardé. Dans ses yeux, rien. Du vide. Rien, je suis fatiguée. « Mais tu es à la maison toute la journée. Tu ne travailles pas tant que ça ?»
Fatigue mentale, Madeleine. Tu ne comprends pas. La banque traverse une crise. Tout est compliqué. D'accord. Mais je suis là aussi. Peut-être puis-je t'aider. Peut-être. Juste, laisse-moi tranquille. Sa voix s'est élevée. Pour la première fois, il m'a crié dessus. Tu ne comprends pas? Tu ne peux pas aider? Juste laisse-moi tranquille. Il s'est levé. Il n'avait même pas fini son assiette. Il est allé dans son bureau, a claqué la porte. Je suis restée là, à table, devant le repas à moitié fini. Et j'ai pleuré. Silencieusement. Parce que si je criais, Henri entendrait. Cette nuit-là, je me suis assise dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte et j'ai pleuré, en sanglotant. Nous étions mariés depuis 42 ans. Nous vivions dans la même maison, nous dormions dans le même lit. Mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule. La pandémie a duré 2 ans. 2 longues années. Lourdes. Chaque jour, Henri s'éloignait un peu plus. Il prenait immédiatement une douche en sortant de la salle de bain, comme si mon corps était contaminé. Il se tournait sur le côté dans le lit, dormait dans le coin le plus éloigné. Il ne parlait pas, ne serrait pas dans ses bras, n'embrassait pas. Un jour, en juin 2020, je nettoyais le bureau d'Henri. Il ne me le permettait normalement pas, mais ce jour-là, il était au supermarché. Sur son bureau, il y avait un ordinateur portable, ouvert, en mode veille. J'ai bougé la souris, l'écran s'est ouvert. Et j'ai vu une page d'email, ouverte. Cher Henri, tu me manques. Tu me manques tellement. Quand pourrais-je te voir? Que la pandémie se termine, viens nous voir. Sophie t'a beaucoup demandé. S. Mon cœur s'est arrêté. S. Encore S. Et Sophie? Qui était Sophie? Je n'ai pas osé lire davantage. J'ai rebougé la souris. L'écran s'est fermé. Je suis sortie en reculant. J'ai fermé la porte. Je me suis effondrée sur le canapé du salon. Sophie. Un nom. Un nom d'enfant. Henri avait-il un autre enfant? Non. C'était impossible. Impensable. Mais cet email... Sophie t'a demandé. Avait-il dit? Les enfants demandent leurs parents, ils demandent leurs grands-parents. Papa. Henri était le père d'un autre enfant. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine se serrait. J'ai couru aux toilettes. J'ai vomi. Sécrétion gastrique. Brûlure. Amertume. Puis je me suis effondrée par terre. Les carreaux froids sur mon visage. J'ai pleuré. J'ai sangloté. Je voulais crier, mais je n'avais pas de souffle. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi. Peut-être 10 minutes. Peut-être 1 heure. J'ai entendu frapper à la porte. « Madeleine? Ça va ?» Henri était rentré du supermarché. « Ça va ?» Et je criais. Ma voix tremblait. « J'ai juste un peu mal au ventre. Pas le corona. Juste l'estomac. » « D'accord. Bon rétablissement. » Et il est parti. Bon rétablissement. Il ne savait même pas que sa femme de 42 ans pleurait par terre. Ou il s'en fichait. 2022, liberté ou solitude?
La pandémie s'est officiellement terminée en 2022. Les masques ont été enlevés, la vie est revenue à la normale. Et Henri aussi est revenu. À ses voyages. Enfin, a-t-il dit en faisant sa valise. Premier voyage, mai 2022. Enfin, je vais sortir de cette maison. 2 ans enfermée, je devenais fou. Oui, ai-je dit. Je préparais le repas. C'était difficile. Je vais à Marseille, 2 jours, il y a des réunions. Marseille. Ce mot. Cette ville. D'accord, ai-je dit. J'avais le dos tourné. Bon voyage. Il est parti. Et moi, je me suis sentie soulagée. Parce que quand Henri n'était pas à la maison, je pouvais respirer. J'étais seule, mais en paix. Et à ce moment, j'ai compris, mon mariage était déjà terminé. Il continuait juste sur le papier. Mais que ferais-je? J'avais 64 ans, proche de la retraite. Partirais-je pour vivre seule? J'avais peur. Pas de la solitude, du changement. Parce que depuis 42 ans, j'étais la femme d'Henri. C'était devenu mon identité. Qui étais-je sans Henri? Je ne savais pas, et j'avais peur de chercher. Mais le 22 mars 2024, ce jour-là, tout a changé. Ce billet de train, ce S, ce Marseille, je ne pouvais plus l'ignorer, je ne pouvais plus avoir peur. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé sur Google « Golf Club de Lyon ». Le site officiel s'est ouvert. Il y avait un numéro de téléphone. Ma main tremblante, j'ai appelé. Une femme a répondu « Golf Club de Lyon, bonjour ?»« Bonjour » ai-je dit. Ma voix tremblait. « Je suis Madame Beaumont. Mon mari est membre chez vous, Henri Beaumont. Je voulais obtenir une information. »« Bien sûr, madame. Un instant. » Son de clavier. Attente. Plus de clavier. Puis « Désolée, madame, mais nous n'avons pas de membre nommé Henri Beaumont dans nos registres. » Le monde s'est arrêté. « Quoi ? Ai-je dit ? Je n'avais pas entendu. »« Comment ça ? Henri Beaumont n'est pas dans notre système, madame. Êtes-vous sûre ? Peut-être est-il membre d'un autre club ? » ?»« Non, Golf Club de Lyon m'a-t-il dit, j'en suis sûre. »« Désolée, il n'est pas dans les registres. Puis-je vous aider avec autre chose ? » ?»« Non, ai-je dit. Merci. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Henri avait menti. Depuis 20 ans, il ne jouait pas au golf. Alors que faisait-il ? Où allait-il tous les premiers mercredis du mois ? Je le savais en fait. Au fond de moi, je le savais. Mais j'avais besoin de preuves. Je suis entrée dans l'ordinateur d'Henri, dans son bureau, sur son bureau. Je connaissais son mot de passe. Céline 1984. Le nom et l'année de naissance de notre fille. Je suis entrée dans son compte email. J'ai regardé la boîte de réception et j'ai vu des dizaines d'emails, tous de la même adresse, s.moreau@gmail.com. J'ai ouvert le dernier, 18 mars 2024, il y a 4 jours. Cher Henri, viendras-tu mercredi ? Sophie t'a tellement manqué. Moi aussi. S'il te plaît, ne saute pas. Je préparerai ta ratatouille préférée. Je t'embrasse. Sophie. Sophie. Encore Sophie. Avant d'ouvrir le premier email, je me suis arrêtée. Une voix murmurait « N'ouvre pas. Si tu ouvres, tout changera. » Mais j'ai ouvert, parce que tout avait déjà changé. Je ne le savais juste pas encore. Je suis remontée en arrière. 2023, 2022, 2021. Les années de pandémie ont été sautées. 2019, 2018, 2017. Il y en avait jusqu'en 2005. 19 ans. Pendant 19 ans, Henri avait correspondu avec cette S. Moreau. J'ai ouvert un email. De 2006. Cher Henri, aujourd'hui le docteur a dit que Sophie avait un léger souffle au cœur. Mais ce n'est pas dangereux. Ils surveilleront. Pourtant, je me suis inquiétée. S'il te plaît, peux-tu venir cette semaine ? Sophie a demandé son père. Où est papa ? A-t-elle dit. Je ne savais pas quoi répondre. Avec amour, Sandrine. Sandrine. S. Sandrine. Et elle a demandé son père. Papa. Henri était père. Le père d'une autre fille. Mes genoux ont lâché. Je suis glissée de la chaise au sol.
l'écran de l'ordinateur devant moi avec sa lumière froide. J'ai lu. Email après email, année après année. Henri avait vécu 2 vies. Nous, à Lyon, eux, à Marseille. Tous les premiers mercredis du mois, il allait les voir. Pas du golf. La famille. Une autre famille. Je n'ai pas crié. Parce que si je criais, je n'entendrais pas mes propres pensées. Je me suis juste assise. Le sol était froid, mais je ne le sentais pas. Je me suis engourdie. 42 ans. Nous étions mariés depuis 42 ans, et 19 ans étaient un mensonge. Peut-être que tout était un mensonge. Peut-être que Henri ne m'avait jamais aimée. Peut-être que j'étais juste une obligation, une responsabilité. La première femme. Mais la vraie famille était ailleurs. Ce soir-là, quand Henri est rentré, j'avais préparé le dîner. La table était dressée. « Bonjour » a-t-il dit. « Ça sent bon. Qu'as-tu préparé ?»« Du bœuf bourguignon » ai-je dit. Ma voix était plate, sans émotion. « Ah, mon préféré !» Il a souri. « Merci, ma chérie. » Ma chérie. Ce mot m'a frappé au visage comme une gifle. Mais j'ai souri. Bon appétit. Nous nous sommes assis. Nous avons mangé. Henri a bu du vin, parlé. De son travail, de la banque, du changement de patron. J'ai écouté, ou fait semblant d'écouter. À l'intérieur, j'avais une seule pensée. En ce moment, tu me mens, et tu ne sais pas que je sais. Le repas s'est terminé. Henri a dit « C'était délicieux, merci ». Il est passé à la télévision. J'ai nettoyé la cuisine, j'ai fait la vaisselle, et j'ai pris ma décision. Le temps du silence était terminé. Je n'allais plus l'ignorer, mais je ne serais pas non plus précipitée. D'abord, je ferai mon plan. Je rassemblerai les preuves. Puis Henri Beaumont rencontrerait la femme qu'il n'avait pas connue pendant 42 ans. La nuit de la découverte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces emails. Mot par mot, date par date. Sophie a fait du vélo aujourd'hui. Sophie a demandé son père. Sophie t'a manqué. Henri dormait à côté de moi, paisiblement. Même son ronflement était régulier, rythmé. Il s'était tourné sur le côté gauche, son visage vers moi. Dans l'ombre, je voyais ses contours, nez, menton, lèvres, le visage que je connaissais depuis 42 ans. Mais maintenant, il semblait étranger. Qui était cet homme ? L'homme qui prenait le petit déjeuner avec moi le jour, rentrait fatigué le soir, regardait la télévision le week-end ? Ou l'homme qui s'asseyait à une autre table à Marseille, disait « Bonjour ma princesse » à une autre fille ? Les deux ? Ou aucun ? À 2 heures du matin, je me suis levée. Sur la pointe des pieds, silencieusement. Henri n'a pas bougé. Dormait-il vraiment ? Ou faisait-il semblant ? Je ne savais plus. Je suis allée dans la cuisine. J'ai bu un verre d'eau. Mais ma bouche était encore complètement sèche. Même l'eau que je buvais semblait amère dans ma gorge. Je suis sortie sur le balcon pour regarder Lyon. Minuit. La ville dormait. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir oublié comment dormir depuis la nuit dernière. Je suis passée dans le bureau. J'ai ouvert l'ordinateur. La lumière bleue illuminait mon visage. Mon doigt sur la souris, tremblant. « N'ouvre pas », dit une voix. « Assez. Tu as assez souffert. » Mais j'ai ouvert, parce que la souffrance n'était pas terminée. Elle venait de juste commencer. Je suis entrée dans les emails d'Henri. Je suis remontée en arrière, année après année, email par email. Chacun était un coup de couteau. Mais j'ai continué à lire parce que il fallait savoir, tout savoir. Mai 2007. Cher Henri, aujourd'hui Sophie a fait du vélo pour la première fois. Elle n'a même pas perdu l'équilibre. Elle a fait 2 tours dans le jardin sans tomber. Elle était triste que tu ne sois pas là, mais j'ai fait une vidéo, je te l'envoie. Regarde, viens combien notre fille est talentueuse. Elle te ressemble, déterminée, résolue. T'embrasse, Sandrine. Il y avait une vidéo. J'ai cliqué. Un petit jardin, ensoleillé, de l'herbe rose, et une petite fille, aux cheveux noirs, avec un vélo rose. « Regarde, maman, regarde, je lâche les mains. » Une voix d'enfant, joyeuse,
prière, et une voix de femme hors cadre. Bravo, Sophie, très bien, comme papa serait heureux s'il voyait. Papa. Henri. Mon Henri. J'ai arrêté la vidéo. Je l'ai fermée. Je ne pouvais pas respirer. Mars 2010. Henri. Nous avons célébré le 5e anniversaire de Sophie. Nous avons coupé le gâteau sans toi encore. J'ai mis ta photo sur la table, allumé une bougie à côté. Sophie a demandé « Papa viendra quand ?» J'ai dit « Bientôt. » Mais quand, Henri? Quand viendras-tu? Quand seras-tu un vrai père? Chaque année, la même question. Chaque année, la même réponse. Je suis fatiguée. S. Chaque année, la même question. Quand seras-tu un vrai père? Henri était un vrai père pour Céline et Marc. Il était là pour leurs anniversaires. Il coupait le gâteau. Il soufflait les bougies ensemble. On prenait des photos. Mais Sophie faisait un vœu en regardant une photo. Septembre 2012. Mon amour, Sophie a commencé l'école primaire aujourd'hui. Premier jour. Son petit sac, ses nouvelles chaussures, son excitation. J'ai envoyé une photo. Regarde comme elle a grandi. C'est déjà une grande fille, mais elle voulait vraiment te voir devant l'école. Les autres enfants avaient leur père. Nous étions seuls encore. Jusqu'à quand, Henri? Sandrine. J'ai ouvert la photo. Sophie. 7 ans. Devant l'école. Tablier bleu marine. Col blanc. Elle souriait, mais ses yeux étaient tristes. Et j'ai compris. Cette petite fille avait attendu toute sa vie. Attendu son père. Comme sa mère l'avait attendu. Juin 2015. Henri. Sophie est première de son lycée. Première de toute la région au concours de mathématiques. Son professeur a dit « Sophie est un génie, elle pourrait devenir ingénieure ». J'ai dit « Elle est intelligente comme son père. Nous sommes fiers de toi. Es-tu fier de nous aussi? Ou es-tu toujours occupé avec cette femme, loin de nous ?» S. Cette femme. Moi, Madeleine. J'étais devenue cette femme. Et la réponse d'Henri. Sandrine, je suis très fière de Sophie, bien sûr. C'est ma fille. Mais s'il te plaît, ne parle pas de Madeleine comme ça. C'est ma femme. Montre du respect. Respect. Henri demandait à sa maîtresse de respecter sa femme. J'ai ri. Dans la pièce sombre, seule, devant l'écran d'ordinateur, j'ai ri. Un rire amer, parce que c'était absurde. Tout était absurde. Juin 2018. Henri, Sophie a réussi le baccalauréat. Elle a 18 ans. Elle a obtenu son diplôme. Son rêve est d'étudier l'architecture. Ton rêve, tu te souviens, tu m'avais dit. Un jour, je voulais être architecte, mais mon père ne m'a pas laissé faire. Eh bien, Sophie va vivre ton rêve. Quand la verras-tu? Quand la féliciteras-tu? Ou diras-tu encore « j'ai une réunion » Sandrine. Architecture. Le rêve d'Henri. Marc était devenu ingénieur. Céline enseignante. Ils avaient tous deux choisi leur propre chemin. Henri n'avait jamais forcé. Mais Sophie allait vivre le rêve de son père. Peut-être pour que son père soit là, peut-être pour que son père soit fier d'elle, peut-être pour que son père la voie enfin. J'ai fermé l'ordinateur. Mes yeux brûlaient. L'écran était trop lumineux, mes pleurs brûlaient aussi. Je suis retournée au salon. Je me suis assise sur le canapé dans l'obscurité. Et j'ai réfléchi. Sandrine avait attendu 19 ans. Sophie avait manqué son père pendant 19 ans. Qu'avais-je fait pendant 19 ans? J'avais vécu, travaillé, fait le ménage, cuisiné, attendu Henri. Mais Henri était ailleurs, avec quelqu'un d'autre, avec une autre fille. Et je ne savais pas. Pendant 19 ans, je ne savais pas. Étais-je stupide? Étais-je aveugle? Ou ne voulais-je pas voir? Peut-être les deux. À 5 heures, le matin est arrivé. Le soleil a commencé à se lever.
Les lumières frappaient le balcon, s'infiltraient dans le salon. Un nouveau jour, mais je me suis réveillée avec la même douleur. Henri s'est levé à 7 heures. Il a pris une douche, s'est habillé. Quand il est entré dans la cuisine, j'avais déjà préparé le café. « Bonjour » a-t-il dit. Sa voix était normale, comme si tout était normal. « Bonjour » ai-je dit. Nous nous sommes assis à table. Croissants, confiture, café. La même routine. Une routine de 42 ans. Mais ce matin, tout était différent. Parce que je savais. « Que vas-tu faire aujourd'hui » a demandé Henri en ouvrant son journal. « Je ne sais pas » ai-je dit. « J'ai bu mon café. Il était amer. J'avais oublié de mettre du sucre. Peut-être que j'irai faire du shopping. D'accord. Je rentrerai tard ce soir. J'ai une réunion. » Réunion. Vrai ou faux? Maintenant, je doutais de chacun de ces mots. « Quelle réunion » ai-je demandé. Calme. Curieuse. La banque, avec le directeur. Nouveau plan budgétaire. Je vois. À quelle heure ça finira? Je ne sais pas. Peut-être 8 heures, peut-être 9 heures. D'accord. Il s'est levé, a pris son sac, a marché vers la porte. « Henri » ai-je dit. Il s'est arrêté, s'est retourné. « Oui ?» Je l'ai regardé, dans les yeux. J'ai cherché quelque chose. Culpabilité, peur, regret. Mais je n'ai rien vu. Juste du vide. « Rien » ai-je dit. « Bonne journée. » Toi aussi ? Et il est parti. La porte s'est fermée. Je suis restée seule. Et j'ai pris ma décision. J'irai à Marseille. Je verrai Sandrine. Je verrai Sophie. J'apprendrai la vérité en les regardant en face. Parce que les emails n'étaient pas suffisants. Les mots n'étaient pas suffisants. Je devais voir cette vie. Voir l'autre monde d'Henri. Lundi matin, 6 heures. Je me suis réveillée. En fait, je n'ai jamais dormi. J'ai juste fixé le plafond pendant des heures. Henri était déjà parti. Il avait une réunion matinale. Ou c'est ce qu'il avait dit. « Lève-toi » me suis-je dit. « Lève-toi, Madeleine. Assez de pleurer. Assez de réfléchir. Passe à l'action. » J'ai préparé un petit sac. Pour 2 jours. Une chemise, un pantalon, des sous-vêtements, une brosse à dents. Simple. J'ai ouvert l'ordinateur. Je suis allée sur le site SNCF. J'ai acheté un billet de train. Lyon-Pardieu, Marseille-Saint-Charles. Train de 10h15, arrivé à 13h45. Je connaissais l'adresse. Dans l'un des emails, Sandrine avait écrit « Notre nouvelle adresse, 24 rue Paradis, Marseille. Si tu viens, notre porte est toujours ouverte. » Rue Paradis. Rue du Paradis. Quelle ironie. Mon enfer, leur paradis. À 9h30, je suis sortie de la maison. J'ai pris le métro. Je suis arrivée à Pardieu. La gare était bondée. Des gens allant au travail, des étudiants, des touristes. Tout le monde allait quelque part. Tout le monde avait un but. Le mien, voir la vérité. J'ai attendu sur le quai. Le train est arrivé. TGV. Rapide. Moderne. Argenté. Je suis montée. J'ai trouvé mon siège. 14A. Côté fenêtre. Je me suis assise. J'ai attaché ma ceinture. J'ai respiré profondément. Le train s'est mis en mouvement. Lentement. Puis il a accéléré. La ville de Lyon est restée derrière. La basilique de Fourvière est apparue, puis a disparu. Le Rhône brillait au soleil, puis s'est fondu derrière les collines. Je regardais par la fenêtre. Des vignobles défilaient. Rangée après rangée de vignes, chaque rangée me semblait une année. Combien de rangées ai-je compté ? 42. 42 rangées de vignes égale 42 ans de mariage. Tout restait derrière maintenant, reculait, rapidement. Un vieil homme était assis à côté de moi, dans la 60aine peut-être.
Il lisait un livre. L'étranger. L'étranger de Camus. Comme c'était approprié. Je me sentais aussi étrangère. Étrangère à ma propre vie. Étrangère à mon propre mari. Étrangère à mon propre mari. Beau livre, ai-je dit à l'homme. Il a levé la tête, a souri. Ah oui? Je l'ai lu plusieurs fois. Chaque fois, il prend un sens différent. C'est la première fois que vous le lisez? Non. La 5e ou 6e fois. Pourquoi le relire? Il s'est arrêté, a réfléchi. Parce que, en vieillissant, je comprends mieux les personnages. Quand je l'ai lu jeune, je blâmais Meursault. Mais maintenant je comprends. Parfois nous nous engourdissons, parce que nous souffrons trop. J'ai hoché la tête. Je comprends. Et je comprenais vraiment, parce que moi aussi je m'étais engourdie. En lisant les emails, je ne pleurais plus. Je lisais juste. Les mots devenaient sans signification. Le train a avancé. Valence, Avignon, Aix-en-Provence. Les gares allaient et venaient. Des gens descendaient, montaient, la vie continuait. Et moi, je me rapprochais de Marseille, je me rapprochais de l'autre vie d'Henri. 13h45. Le train est entré en gare Saint-Charles, s'est arrêté. Bonne chance, madame, a dit l'homme à côté de moi en fermant son livre. Henri, Sandrine et une petite fille. À la plage, au soleil, ils souriaient. En pique-nique, sur l'herbe, Henri tenait l'enfant sur ses genoux. Dans un parc, Sophie à vélo, Henri courait à côté d'elle. Nous n'avions pas de telles photos chez nous. Henri ne souriait jamais comme ça avec nous. « Asseyez-vous » a dit Sandrine. « Voulez-vous du café ?»« Non » ai-je dit. Ma voix était froide. « Merci. » Nous nous sommes assises, face à face, de chaque côté de la table du salon. Silence. Long, insupportable silence. Finalement, j'ai parlé. « Comment m'avez-vous trouvé ?» a demandé Sandrine. « Les emails, ai-je dit, dans l'ordinateur d'Henri. Je les ai tous lus. » Ah ! Elle a baissé la tête, ses mains sur ses genoux, pliées en deux. « Je comprends. »« Vous me connaissiez ?» ai-je demandé. Je connaissais la réponse, mais je voulais l'entendre. « Oui » a-t-elle dit. Elle a levé les yeux. Ils étaient verts, des larmes s'y accumulaient. Henri me l'avait dit, dès le début, qu'il était marié, qu'il avait 2 enfants, mais elle s'est arrêtée, a avalé. Mais il a dit qu'il partirait. Ça fait des années qu'il le dit. Chaque année, il dit « Cette année, ça arrivera. » Mais ça n'est jamais arrivé, ai-je dit. Non. Une larme a coulé sur sa joue. Jamais. 19 ans, ai-je dit. Chaque mot était une pierre dans ma bouche. Vous avez attendu 19 ans. Oui. Elle pleurait maintenant, silencieusement. Suis-je stupide? J'ai attendu un homme pendant 19 ans. Il vient chaque mois, reste 2 jours, repart. Et moi, chaque fois j'espérais, cette fois, il restera. Mais il ne restait jamais. Jamais. Moi aussi, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Moi aussi j'ai attendu. 42 ans. Mais Henri était toujours ailleurs. Son âme, son cœur toujours ailleurs. Maintenant je comprends. Il était ici, avec vous. Non, a dit Sandrine. Vous vous trompez. Henri était avec vous. Légalement, en famille, il était avec vous. Nous n'étions qu'une ombre, secrète, indicible, honteuse. Honteuse, ai-je dit. Vous étiez avec lui. Pendant 19 ans. Vous avez un enfant. Vous me connaissiez. Et pourtant vous avez continué. Pourquoi? Sandrine a pris sa tête dans ses mains. Je ne sais pas. Mon Dieu, je ne sais pas. J'étais amoureuse, follement amoureuse. Et Henri a dit « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Mais j'ai des enfants. Je ne peux pas les quitter. » Et moi, j'ai accepté, parce que je pensais que je ne pouvais pas vivre sans lui. Et maintenant, ai-je demandé,
Que pensez-vous maintenant ? Je pense que j'ai été stupide et je m'excuse auprès de vous, parce que moi aussi je suis coupable. J'ai été avec un homme marié, j'ai causé votre douleur. C'est impardonnable. Elle pleurait, en sanglotant, et moi, je voulais la serrer dans mes bras. C'est étrange, mais je le voulais. Parce qu'elle aussi était une victime. Nous avions toutes deux souffert à cause du même homme. Je ne vous blâme pas, ai-je dit. J'ai pris sa main. Le coupable est Henri, seulement Henri. Il a vécu 2 vies. Il a menti. Il nous a toutes deux utilisées. Mais j'ai accepté, a dit Sandrine. J'aurais pu dire non, mais je ne l'ai pas fait. Moi aussi, ai-je dit. J'ai vu les signes. J'ai eu des doutes, mais je n'ai pas demandé. J'ai ignoré. Nous avons toutes deux été lâches. Sandrine m'a regardée. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Compréhension, connexion, solidarité. Et à ce moment, j'ai serré dans mes bras la maîtresse d'Henri. 2 femmes, enlacées. Nous pleurions, toutes les 2. Puis une voix. « Maman, qui est venue ?» Nous nous sommes retournés. Une fille a sorti du couloir. 19 ans, longs cheveux noirs, peau mate d'Henri, yeux verts de Sandrine. Elle était belle, jeune, fraîche, innocente. Sophie. Merci, ai-je dit. Bonne lecture à vous aussi. Je suis descendue. La gare était grande, ses escaliers de marbre donnaient sur la Méditerranée. Le soleil était brillant, l'air chaud. J'ai respiré. Ça sentait la mer, salé, frais. Une nouvelle ville, une nouvelle vérité. J'ai appelé un taxi. Un vieil homme est venu. « Où allons-nous, madame ?»« 24 rue Paradis, s'il vous plaît. »« Ah, beau quartier, 10 minutes. » Je suis montée dans la voiture. La ville glissait à côté de moi, le vieux port, les bateaux de pêche, la basilique Notre-Dame de la Garde sur la colline. Marseille était belle, vivante, colorée, bruyante. Henri venait-il ici chaque mois? Marchait-il dans ses rues? S'asseyait-il dans ses cafés? Un autre Henri, l'Henri que je ne connaissais pas. Le taxi s'est arrêté. 24 rue Paradis, voilà madame. J'ai payé, je suis descendue. Le bâtiment se dressait devant moi, 3 étages, façade couleur crème, des géraniums et des lilas sur les balcons, petits mais bien entretenus. Il y avait des noms sur la porte. 1er étage, Dubois. 2e étage, Martin. 3e étage, Moureau. Ma main s'est tendue vers la sonnette. Elle tremblait. J'ai appuyé. Attente. Silence. Puis une voix dans l'interphone. « Oui ?» Une voix de femme. Jeune, douce, fatiguée. Ma gorge s'est serrée. « Bonjour » ai-je dit. Ma voix s'est brisée. « Je suis Madame Beaumont. » Silence. Long, lourd, étouffant. Comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde s'était arrêté. Puis, vous êtes la femme d'Henri ? Oui. Un son de respiration, profond, tremblant. Mon Dieu, montez, 3e étage, porte de gauche. Bzzzt, la porte s'est ouverte. Je suis entrée. J'ai commencé à monter les escaliers, marche après marche. Chaque marche était lourde, mais j'en étais de plomb. 1er étage, de la musique venait de la porte des Dubois. 2e étage, des pleurs de bébé venaient de chez les Martin. 3e étage, porte de gauche, entr'ouverte. Et derrière la porte, une silhouette de femme. Je me suis arrêtée. J'ai respiré. Puis j'ai poussé la porte. Et j'ai vu. Sandrine. Dans la quarantaine. Peut-être 45 ans, peut-être 48 ans. Blonde, cheveux aux épaules, yeux verts, la couleur préférée d'Henri. De taille moyenne, mince, visage fatigué. Un vieux jean, un t-shirt blanc. Quelqu'un de chez soi, quelqu'un d'ordinaire, mais en même temps, la maîtresse d'Henri, depuis 19 ans. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée. 2 femmes, les 2 faces du même mensonge, l'une légale, l'autre secrète, mais toutes 2 trompées. « Entrez » a-t-elle dit, sa voix tremblait. « S'il vous plaît. » Je suis entrée. C'était un petit appartement, salon, cuisine ouverte,
couloir menant à 2 chambres. Les murs étaient jaune clair, les meubles simples, style Ikea. La fenêtre donnait sur la rue. Mais mon regard s'est fixé sur les cadres au mur. Des photos. Quand elle m'a vue, elle s'est arrêtée. « Bonjour » a-t-elle dit. « Qui êtes-vous » Sandrine s'est levée. « Sophie, c'est Madame Beaumont, la femme d'Henri. » Le visage de Sophie a pâli. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont agrandis. « Quoi » C'était un murmure. « Qu'as-tu dit » Henri est marié, Sophie, a dit Sandrine lentement. Elle s'est approchée d'elle. « Je ne te l'avais pas dit parce que je ne savais pas comment te le dire. »« Papa est marié ?» La voix de Sophie était comme celle d'un enfant. Elle ne voulait pas y croire. « Donc j'ai des demi-frères et sœurs ?» « Oui, ai-je dit. Je me suis levée. 2, Céline et Marc, ma fille et mon fils. L'une a 40 ans, l'autre 37. » Sophie a reculé en titubant, s'est appuyée contre le mur. « Mon Dieu, donc toute ma vie, papa m'a menti ?»« Non !» a dit Sandrine. « Non, ma chérie, papa t'aime, il t'aime vraiment. » « Alors pourquoi ?» La voix de Sophie s'est élevée. Elle pleurait. « Pourquoi ne venait-il qu'une fois par semaine ? Pourquoi restait-il jamais avec nous ? Pourquoi n'était-il jamais au spectacle de l'école ? Pourquoi arrivait-il en retard à mes anniversaires ? Parce qu'il avait une autre famille, une vraie famille. Et nous, qu'étions-nous ? Une famille secondaire ? Une famille secrète ? Tu n'étais pas secrète, Sophie. » ai-je dit. Je me suis approchée d'elle. « Tu étais réelle. Ta mère était réelle. Votre douleur était réelle. » « Mais vous ne saviez pas ?» a dit Sophie. Elle m'a regardée. Dans ses yeux, colère, douleur, émotion mêlée. « Pendant 19 ans, vous ne saviez pas ? Papa vous a menti aussi. Il nous a tous menti. »« Oui, » ai-je dit. Il nous a tous menti. » Sophie a glissé contre le mur, s'est effondrée par terre, a ramené ses genoux contre sa poitrine, enfoui sa tête dans ses bras. Et elle a pleuré comme une enfant. Sandrine s'est agenouillée à côté d'elle, l'a serrée dans ses bras. Et moi, je suis restée debout là, dans une maison étrangère, dans une ville étrangère, témoin de la douleur de 2 personnes, la douleur causée par Henri. Lentement, je me suis agenouillée à côté d'elle. J'ai posé ma main sur l'épaule de Sophie. « Je suis désolée, » ai-je dit. « Je suis tellement désolée pour toi. Tu ne méritais pas ça. » Sophie a levé la tête. Son visage était couvert de larmes. « Vous êtes en colère contre moi ? Parce que j'existe ? J'ai pris votre mari ? » « Non, » ai-je dit. J'ai caressé ses cheveux. « Non, Sophie, tu n'as rien pris. Tu es juste une enfant, innocente. La seule faute est celle d'Henri. Mais moi, j'ai toujours voulu que papa reste avec nous. J'ai toujours prié, mon Dieu, fais que papa reste ici. Peut-être que mes prières ont été exaucées. Peut-être que moi, j'ai causé votre douleur. Non, ma chérie, ai-je dit. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai serré dans mes bras l'autre fille d'Henri. Non, tu n'as rien causé. Papa a choisi. Il a tout choisi. Et nous vivons juste avec les conséquences. Sophie a pleuré sur mon épaule. Sandrine a pleuré. J'ai pleuré. 3 femmes, 3 générations, souffrant à cause d'un seul homme. Question pour vous. Dans ce genre de situation, les femmes doivent-elles se blâmer les unes les autres ou devons-nous blâmer les hommes ? Écrivez en commentaire les femmes ou les hommes. Un simple sondage. Mais le résultat sera intéressant. Parce que nous, les femmes, nous nous opposons souvent les unes aux autres. Mais le vrai ennemi, Ce soir-là, la confrontation. Nous sommes restées assises pendant des heures. Nous avons parlé. Sandrine a raconté. Sophie a raconté. J'ai raconté. Nos histoires se sont rejointes, comme une mosaïque, et l'image complète d'Henri est apparue. Un homme, 2 vies, 3 femmes trompées. À 18h, Sandrine a dit « Vous mangeriez quelque chose ? Vous pouvez rester ici. » « Non, » ai-je dit. « Je vais prendre une chambre d'hôtel, mais merci. »« Pourrez-vous revenir demain ? » a demandé Sophie. « Je voudrais parler, avec vous, de mes frères et sœurs, de ma famille, ma vraie famille. »« Je viendrai, » ai-je dit. « Promis. » Je suis sortie. J'ai marché dans la rue, le soir tombait, le soleil se couchait, le ciel était orange. J'ai trouvé un petit hôtel,
chambre simple, je l'ai prise. Je suis montée dans la chambre, me suis assise sur le lit, j'ai pris mon téléphone dans ma main. Je devais appeler Henri. Mon doigt sur le numéro, tremblant. J'ai appelé. 3 sonneries. 4. 5. Allô, Madeleine. Sa voix était normale. Où es-tu? Je suis rentrée à la maison, tu n'y étais pas. Je suis à Marseille, ai-je dit. Calme, froide. Silence. Long. Lourd. Mortel. Que fais-tu à Marseille? Sa voix avait changé. Il y avait de la panique. J'ai rendu visite à Sandrine et à Sophie. Belle fille, Henri. Vraiment belle. Elle te ressemble beaucoup. Et elle a beaucoup souffert. Tout comme sa mère. Madeleine. Sa voix s'est brisée. 19 ans, Henri. 19 ans avec une autre fille, une autre femme, une autre vie. Et moi, je n'ai rien su. Comme une idiote. Comme une aveugle, je t'ai cru. Madeleine, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Non, ai-je dit. Tranchant. Net. Ne parle pas. N'explique pas, ne mens pas. Écoute-moi maintenant. Je rentre à Lyon demain. Et quand tu rentreras à la maison, nous parlerons. De tout. Pour la dernière fois. Tu comprends? Je comprends, a-t-il dit. Sa voix tremblait. Mais Madeleine... Et encore une chose, Henri, ai-je dit. J'appelle les enfants. Céline et Marc seront là aussi, parce qu'ils ont aussi le droit de savoir. Plus de mensonges maintenant. Plus de secrets. Tout va être révélé. Non, s'il te plaît, ne dis pas aux enfants. Trop tard, ai-je dit. Je leur dirai. Demain soir, à 19h. Sois à la maison. Madeleine, j'ai raccroché. J'ai gardé le téléphone dans mes mains. Il tremblait. Ou c'était moi qui tremblais. Peu importait. Je me suis allongée sur le lit. J'ai fixé le plafond, blanc, plafond vide. Et pour la première fois en 42 ans, je me suis sentie forte. Je n'avais pas peur, je ne pleurais pas, j'étais juste déterminée. Demain, je rentrerai à Lyon. Demain, je confronterai Henri. Demain, mes enfants apprendraient la vérité. Et demain, une nouvelle vie commencerait. À 68 ans. Tard, mais elle commencerait. J'ai fermé les yeux. Et cette nuit-là, dans un hôtel étranger, dans une ville étrangère, j'ai dormi paisiblement. Parce que je connaissais maintenant la vérité. Et la vérité, même douloureuse, valait mieux que le mensonge. Mardi matin. Je suis dans le train qui revient de Marseille à Lyon. Je regarde par la fenêtre. Le paysage défile en arrière. La côte méditerranéenne, les collines, les champs de lavande. Tout reste derrière, comme mon passé. La nuit dernière à Marseille, dans cette petite chambre d'hôtel, j'ai dormi pour la première fois en 42 ans vraiment paisiblement. Parce que maintenant je savais. Je connaissais la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était meilleure que le doute. Mais maintenant je devais faire quelque chose de plus difficile. Le dire à mes enfants. Mes mains tremblent. Je ne peux presque pas tenir ma tasse de café. Je la pose sur la table. Je respire profondément. Céline et Marc, tous deux dans la quarantaine, tous deux avec leur propre vie. Mais ce sont toujours mes enfants. Ils respectent toujours leur père. Ce soir, ce respect va se briser. Le train arrive à Lyon par Dieu, 11h30, presque midi. Je ne suis pas rentrée à la maison. Je n'étais pas encore prête à voir Henri. Je suis allée directement dans un café. À Croix-Rousse, place de la Croix-Rousse, dans le petit café. Il s'appelle Le Temps Perdu. Le Temps Perdu. Comme c'est approprié. Je me suis assise à une table d'angle. J'ai commandé un café. La serveuse, une jeune fille, dans la vingtaine. « Autre chose, madame » a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Merci. Mais je voulais une potion de courage. Je voulais une machine à remonter le temps. Pouvoir retourner en 1982 et dire à Henri « Non, je ne t'épouserai pas.
Mais elle n'existait pas. Il n'y avait que du café amer et froid. J'ai sorti mon téléphone, tremblante. J'ai trouvé le numéro de Céline. J'ai appelé. Allô? Maman? Sa voix était immédiatement inquiète. Ça va? J'ai appelé hier soir, tu n'as pas répondu. Où étais-tu? Je vais bien, ma fille, ai-je dit. Mensonge. Mais que pouvais-je dire? Je dois te parler. Peux-tu venir à la maison ce soir? À 19h? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose dans ta voix? Tu es malade? Papa va bien? Nous en parlerons ce soir. Appelle Marc aussi. Qu'il vienne, s'il te plaît. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir, ma fille. S'il te plaît. C'est important. Silence. Puis, d'accord, nous viendrons. J'appellerai Marc. Merci, mon bébé. Je t'aime, maman. Moi aussi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore. J'ai bu le café. Il a brûlé ma langue. Mais je n'ai pas senti parce que je brûlais déjà à l'intérieur. J'ai appelé Marc. Allô? Sa voix était ensommeillée. Il travaillait en équipe de nuit ingénieur. Marc, c'est moi, maman. Ah, bonjour, maman. En bâillant. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien, Marc, ai-je dit, honnêtement. Viens à la maison ce soir, à 19h. Céline viendra aussi. C'est très important. Sa voix a changé, réveillée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es malade? Papa va bien? Non. Mais c'est à propos de ton père. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Viens, s'il te plaît. Long silence. Maman, papa a fait quelque chose? Ce soir, Marc, s'il te plaît. D'accord, je viendrai. À 19h. Je t'aime, mon fils. Moi aussi, maman. J'ai raccroché. Maintenant, Henri. L'appel le plus difficile. J'ai trouvé son numéro, mon doigt sur l'écran, figé. J'ai appuyé. Une sonnerie. 2. Madeleine? Sa voix était différente, effrayée. Tu es rentrée à Lyon? Oui, je suis rentrée. Où es-tu? Tu es à la maison? Non, je suis dehors, mais je serai à la maison ce soir. À 19h, toi aussi, sois là. J'ai appelé les enfants. Madeleine, s'il te plaît. Il y avait de la panique dans sa voix. S'il te plaît, ne le dis pas aux enfants, qui ne sachent pas. S'il te plaît. Trop tard, Henri, ai-je dit. Ma voix était froide, glacée. Il mérite de savoir. 19 ans de mensonges suffisent. C'est le moment de la vérité. Mais Madeleine, ils ne comprendront pas. Ils me détesteront. À juste titre, ai-je dit. Viens, à 19h. Ne sois pas en retard. Madeleine, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains ne tremblaient plus, parce que j'avais pris ma décision, définitive, immuable. Ce soir, la vérité s'assiérait à table. Le dîner de la vérité. Je suis rentrée à la maison, l'après-midi à 14h. Henri n'était pas encore rentré du travail. Tant bleu. J'ai tout nettoyé. La cuisine, le salon, la salle de bain, comme si le nettoyage physique pouvait nettoyer mon âme aussi. Puis j'ai commencé à préparer le repas. Pot-à-feu, un plat français traditionnel. Bœuf, carottes, poireaux, pommes de terre, cuisson lente. Pendant des heures, un repas de famille. N'est-ce pas étrange? Alors que ma famille se brisait, je préparais un repas de famille. Mais je devais le faire, parce qu'il fallait un rituel, il fallait paraître normal. Tout devait être comme d'habitude. Nous devions nous asseoir à table, manger, puis parler. Puis, la vérité devait venir comme une bombe. J'ai mis la casserole sur le feu. Elle a commencé à bouillir lentement, comme la colère à l'intérieur de moi. À 17h, j'ai commencé à dresser la table. Pour 4 personnes. Nappe blanche appartenant à ma grand-mère, vieille de 50 ans. Assiette, le service en porcelaine que nous avons acheté à notre mariage. Couvert, le cadeau de promotion d'Henri. Verre, le cadeau d'anniversaire de Céline. Tout était un souvenir. Tout était un mensonge. En regardant cette table, j'ai réalisé quelque chose. Cette table était là depuis 42 ans. Ces chaises avaient vu des milliers de repas.
Cette nappe avait été témoin de milliers de conversations. Mais ce soir serait différent. Ce soir serait le dernier repas. À 19h45, je me suis habillée. Robe navy bleu, simple, sérieuse, comme une robe de funérailles. Parce que c'était des funérailles. Les funérailles de mon mariage. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 68 ans me regardait. Tarie, brisée, mais debout. Tu peux le faire, Madeleine. Tu dois le faire. 19h approchait. Mon cœur battait vite. J'avais du mal à respirer. On a frappé à la porte. 19h05. J'ai ouvert. Céline se tenait là, l'inquiétude dans ses yeux. « Maman !» Elle m'a serrée dans ses bras, fermement. « Mon Dieu, comme j'étais inquiète. Tu es malade? Pourquoi tu l'air comme ça ?»« Je vais bien, ma fille, ai-je dit, mais ma voix tremblait. Entre. Elle est entrée, a enlevé son manteau. Marc est arrivé? Pas encore. Maman, sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur. Attends, ai-je dit, quand nous serons tous réunis. Nous sommes passés au salon. Céline s'est assise. Elle avait joint ses mains, balancé sa jambe, tendue. On a encore frappé à la porte. 19h10. Marc est venu. Il portait un costume. Il venait directement du travail. « Maman !» a-t-il dit. Il a embrassé ma joue. « Céline, quoi de neuf ?»« Je ne sais pas, » a dit Céline. « Maman ne dit rien. » Marc m'a regardé. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sérieux ?»« Oui, » ai-je dit. « Très sérieux. Asseyez-vous. » Nous nous sommes assis, tous les trois, dans le salon, en attendant. 19h15. Un bruit de clé. La porte s'est ouverte. Henri est entré. Son visage était couleur cendre, ses yeux étaient rouges. Il n'avait apparemment pas dormi. « Bonjour », a-t-il dit, silencieusement, presque un murmure. « Bonjour papa », a dit Céline. « Ça va? Tu as l'air malade ?»« Je vais bien », a dit Henri, mais il n'allait pas bien. Pas du tout. « Assieds-toi, Henri », ai-je dit. « Passons à table. » Nous sommes allés dans la cuisine. Nous nous sommes assis à table. 4 personnes. Une famille. Pour la dernière fois, une famille. J'ai servi le repas. Pot-au-feu. Chaud, parfumé, traditionnel. « Waouh, maman, ça sent bon ?» a dit Marc en regardant son assiette. « Merci, mon fils. » Nous avons commencé à manger, silencieusement. Juste le bruit des couverts, les bruits de voitures de l'extérieur, le tic-tac de l'horloge murale. Céline n'a pas pu le supporter. « Maman, s'il te plaît, dis-nous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai posé ma fourchette, j'ai posé mes mains sur la table, j'ai respiré profondément. J'ai ouvert la bouche. Les mots ne venaient pas. Ma gorge était sèche, j'ai avalé. « Les enfants, » ai-je dit, ma voix tremblait, « je dois vous dire quelque chose. » Je me suis arrêtée. Céline et Marc me regardaient, attendaient. Henri avait baissé la tête. Il regardait son assiette. Il ne respirait même pas. « À propos de votre père, » ai-je dit. Mes lèvres tremblaient. « Et c'est très difficile, mais vous devez savoir. »« Maman, tu fais peur, » a dit Céline. Elle a pris ma main. « Je sais, ma chérie, mais je me suis arrêtée. Dernière respiration. Votre père a une autre fille. » Silence. Silence de mort, comme si l'oxygène avait quitté la pièce, comme si le temps s'était arrêté. Céline était figée, bouche ouverte, yeux grands, sa main toujours dans ma mienne, mais immobile. Marc me regardait, essayait de comprendre. « Qu'as-tu dit ?»« Votre père a une autre fille. » J'ai répété. Chaque mot était un coup de couteau, pour eux, pour moi. Elle s'appelle Sophie. Elle a 19 ans. Elle vit à Marseille. Sa mère est Sandrine Moreau. Et votre père vit 2 vies depuis 19 ans. Céline a retiré sa main, a reculé. Sa chaise a grincé. « Mensonge !» a-t-elle dit, en murmurant. « Tu mens !»« J'aimerais que ce soit un mensonge, ma fille, » ai-je dit. « Mais c'est la vérité. J'ai lu ses emails. J'ai vu des photos.
Je les ai vus. Hier, je suis allée à Marseille. J'ai parlé avec Sandrine et Sophie. Céline s'est tournée vers papa. Papa ? Sa voix était comme celle d'un enfant. Papa, c'est vrai ? Henri a levé la tête. Son visage était mouillé. Il pleurait. Oui, a-t-il dit. On l'entendait à peine. Oui, c'est vrai. Et à ce moment, Céline a crié. Non. Elle a bondi. La chaise est tombée. Non, tu mens. Vous mentez tous les deux. Céline, ai-je dit en me levant. Toi. Elle s'est tournée vers papa, a pointé son doigt. Tu nous as menti. 19 ans. 19 ans, papa. Je suis désolé, a dit Henri. Il pleurait, sanglotait. Je suis tellement désolé. Désolé ? La voix de Céline s'est brisée. Tu as menti pendant 19 ans et tu es désolé ? Ses genoux ont lâché. Elle s'est appuyée contre le mur, a glissé lentement, s'est effondrée par terre, et elle a pleuré. Pleuré comme une enfant. Marc n'a rien dit. Il est juste resté assis, comme de la pierre. Son visage était sans expression, mais dans ses yeux, il y avait une telle douleur dans ses yeux. Marc, ai-je dit. Mon fils, ça va ? Il a lentement tourné la tête, m'a regardé. Toute mon enfance, a-t-il dit. Sa voix était plate, sans émotion. Toute mon enfance, je pensais que tu étais un héros, papa. Avant de dormir, je disais « Quand je serai grand, je veux être comme mon papa, fort, travailleur, honnête. » Il s'est arrêté, a regardé papa. « Mais tu n'as jamais été honnête, jamais. »« Marc, s'il te plaît, » a dit Henri. « 19 ans !» La voix de Marc s'est élevée, pour la première fois. « 19 ans, tu as été le père d'une autre fille. Moi et Céline, on ne suffisait pas ? On ne te suffisait pas ? Non, je veux dire, oui, vous suffisiez, mais... Mais quoi ? Marc s'est levé, a frappé la table du poing. Les assiettes ont sonné. Mais tu voulais une autre fille ? Mais tu voulais une autre famille ? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ça a commencé avec Sandrine et je n'ai pas pu arrêter. Sophie est née, je me suis sentie responsable. Je ne voulais perdre aucune des deux. Aucune des deux ? On n'est pas une famille, on ne suffit pas ? Si, vous l'êtes. Je veux dire, mon Dieu, les mots sortent mal. Parce qu'il n'y a pas de bons mots, cria Céline. Parce que tu nous as trahis. Tu as trahi maman. Tu as trompé tout le monde. Elle a couru vers la porte. Elle a même oublié de prendre son manteau. A ouvert la porte. Céline, attends, ai-je crié. Mais elle s'est pas tournée, est sortie. A couru dans les escaliers. La porte a claqué. Elle est partie. Marc s'est lentement levé, a regardé papa. Un long regard profond. Je pensais que tu étais un héros, a-t-il dit lentement. Quand j'étais petit, à l'école, je disais à mes amis « Mon père est directeur de banque, c'est un homme très important », avec fierté. Maintenant j'ai honte. J'ai honte d'être ton fils. Marc, s'il te plaît, a dit Henri. S'est levé, a tendu sa main vers lui. Marc a reculé. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Il s'est retourné, m'a regardé. Maman, que vas-tu faire ? Je vais divorcer, ai-je dit. Demain, je verrai l'avocat. Bien, a dit Marc. Il a hoché la tête. Bien, tu mérites mieux. Il s'est tourné vers papa, un dernier regard. Ne m'appelle plus. Ne me parle plus. Tu n'es plus mon père. Et lui aussi est sorti, plus silencieux, mais plus douloureux. La porte s'est fermée. Moi et Henri sommes restés, à table, assiette pleine, nourriture refroidie, famille brisée. Silence. Long, lourd, amer. Puis Henri a parlé. « Tu es contente ?» Sa voix était dure, accusatrice. « Tu m'as pris mes enfants. Tu es contente maintenant ?» Je me suis lentement retournée, les regarder. Et pour la première fois en 42 ans, ma colère a explosé. « Moi, je les ai pris ? Tu les as perdus, Henri. En mentant pendant 19 ans, tu les as perdus, pas moi. Mais si tu ne leur disais pas... » Si je ne disais pas, j'ai ri. Un rire amer. Fallait-il vivre encore 19 ans dans le mensonge ? 20 ans ? 30 ans ? Jusqu'à la mort ? Au moins, on aurait été une famille. On n'était pas une famille déjà. Tu étais en famille avec quelqu'un d'autre. Avec nous, tu jouais juste un rôle. Henri s'est mis à pleurer. Je suis désolée. Mon Dieu, je suis tellement désolée. Trop tard, ai-je dit. Froid. Définitif. Trop tard, Henri. 19 ans trop tard.
Je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire. J'ai commencé à sortir les vêtements d'Henri. « Qu'est-ce que tu fais ?» a dit Henri depuis la porte. « Je range tes affaires. » J'ai sorti une valise. J'ai commencé à la remplir. Chemise, pantalon, chaussettes. Tout. « Madeleine, arrête. Tu dormiras à l'hôtel ce soir, ai-je dit, en jetant les vêtements. À partir de demain, tu iras chez Sandrine ou tu trouveras un autre endroit. Mais tu ne resteras pas dans cette maison. Tu ne resteras un seul jour dans cette maison. » Mais c'est aussi ma maison. Non, je me suis retournée, les regarder. Non, c'est ma maison. Pendant 42 ans, j'ai nettoyé, j'ai arrangé des fleurs, j'ai fait un foyer. Toi, tu as juste dormi ici. Ton âme était toujours ailleurs. Maintenant, ton corps aussi partira. J'ai fermé la valise. Bruit de fermeture éclair, définitif. Final. Prends, ai-je dit. Je l'ai tendu. Et pars. Henri a pris la valise. Il pleurait toujours. Madeleine, s'il te plaît, nous sommes mariés depuis 42 ans. Ça va finir aussi facilement ? Non, ai-je dit. Ce n'est pas facile. C'est la chose la plus difficile. Mais ça va finir, parce que continuer est pire. Mais tu m'aimes encore ? Je me suis arrêtée. J'attendais cette question, mais je ne connaissais pas la réponse. Est-ce que je l'aimais ? Autrefois, oui. Il y a 20 ans, oui. Peut-être même il y a 10 ans. Mais maintenant, je ne sais pas, Henri. J'ai dit honnêtement. Mais l'amour ne suffit pas. Il faut la confiance, le respect, l'honnêteté. Et toi, tu n'as rien donné de tout ça. Je peux les donner. Maintenant je peux. Trop tard, ai-je dit. Je me suis rapprochée de la porte. Je l'ai ouverte. Pars. Henri, s'il te plaît, pars avec la dignité qu'il te reste. Henri a baissé la tête, a pris la valise et marché vers la porte. Il s'est arrêté au Suriel, s'est retourné, m'a regardé une dernière fois. Je suis désolée, Madeleine. Pour tout. J'aurais dû être un meilleur mari. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Et il est parti. Il est descendu les escaliers, bruit de pas, résonnant, s'éloignant. La porte s'est fermée. Porte d'immeuble. De loin. Silence. Pour la première fois en 42 ans, j'étais vraiment seule. J'ai fermé la porte, la verrouillée, mis la chaîne. Je me suis rapprochée du salon. J'ai regardé la table. 4 assiettes. Pleines, froides. J'ai lentement ramassé les assiettes, jeté la nourriture, lavé la vaisselle. Rituels. Des rituels qui permettent à la vie de continuer. Je me suis dirigée vers le salon. Me suis assise sur le canapé, dans l'obscurité. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré longtemps. Pas silencieusement, en sanglotant, criant, versant toute ma douleur. 42 ans. J'avais aimé pendant 42 ans. Cru, attendu. Et tout était un mensonge. Mais, vous savez quoi ? Avant que mes pleurs ne se terminent, j'ai réalisé quelque chose. Le silence n'était pas lourd, n'était pas étouffant. Il était léger. Pour la première fois en 42 ans, j'étais seule à la maison, mais libre. Henri n'était pas là, ses mensonges n'étaient pas là, l'attente n'était pas là. Il n'y avait que moi. Et c'était effrayant, mais beau. 1 an plus tard, 22 mars 2025. Une année s'est écoulée. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an qu'Henri est parti. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Mais je ne compte plus, parce que maintenant, j'ai appris à vivre le présent, pas le passé. Ce matin, je me suis levée à 7 heures, vieille habitude. Pendant 42 ans, je me levais chaque matin à 7 heures, pour préparer le café pour Henri, préparer le petit déjeuner, ranger sa maison. Mais aujourd'hui, je me suis levée juste pour moi. Et vous savez quoi ? C'est le plus beau sentiment. Je suis allée dans la cuisine, pieds nus, sol en bois froid sous mes pieds. Du temps d'Henri, je ne marchais jamais pieds nus. « Mets des pantoufles, Madeleine, tu vas prendre froid », disait-il. Mais maintenant, je marche comme je veux, pieds nus, libre. J'ai préparé du café, comme je l'aime. Fort, sans sucre, 1 goutte de lait. Henri disait « c'est trop amer ». Mais maintenant, Henri n'est plus là, et mon café est comme je le veux. Je suis sortie sur le balcon. Lyon se réveillait avec le soleil du matin.
La basilique de Fourvière brillait sur la colline, la Saône coulait. Le printemps arrivait, les arbres étaient couverts de fleurs, les oiseaux gazouillaient, l'air était doux et sucré. Une nouvelle saison, une nouvelle année, une nouvelle moi. J'ai bu mon café, fermé les yeux. Le soleil frappait mon visage, et j'ai pensé, il y a 1 an, aujourd'hui, Henri sortait de la maison avec sa valise. Ce jour-là, le monde s'était effondré. Mais en même temps, j'avais commencé à reconstruire. Maintenant, 1 an plus tard, comment je me sens ? En paix. Simple, pure, profonde paix. Céline et Marc ont finalement pardonné. Pas complètement, mais ils parlent à Henri maintenant. 1 fois par mois, par téléphone, pas de visite, mais c'est un début. Sophie est devenue ma petite fille, pas biologiquement, mais dans le cœur. Elle vient me voir chaque semaine. Nous parlons, rions, pleurons parfois, mais nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Sans mensonge. Henri, il vit à Marseille avec Sandrine. Sa santé n'est pas bonne, le cœur est faible, mais il est vivant. Et moi je vis, vraiment vis. J'ai commencé la danse tous les mercredis, salsa, tango, valse, à 68 ans. Et vous savez quoi ? Je suis bonne. J'ai des amies, Thérèse, Brigitte, Simone, toutes divorcées, toutes libres, toutes heureuses. Et je suis moi, Madeleine, pas la femme d'Henri, juste Madeleine. Mon message final pour vous. Si vous lisez ceci, je veux vous dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, vous avez 20 ans, vous pouvez. 40 ans, vous pouvez. 60 ans, je l'ai fait. L'âge n'est qu'un nombre, mais la liberté est un sentiment. Si vous êtes dans une relation malheureuse, vous pouvez partir. Si vous êtes trompé, vous pouvez partir. Si vous vous êtes perdu, vous pouvez vous retrouver. Avez-vous peur ? C'est normal. J'avais peur aussi. Chaque nuit, j'avais peur. Mais vous savez ce que j'ai appris ? La peur est temporaire. Le regret est permanent. Si vous ne partez pas maintenant, dans 10 ans, vous direz « j'aurais dû partir ». Si vous ne changez pas maintenant, dans 20 ans, vous direz « j'aurais dû changer ». Faites-le maintenant. Parce que la vie est courte, trop courte pour être gaspillée dans les mensonges de quelqu'un d'autre. Ceci est mon histoire, l'histoire de Madeleine Beaumont, l'histoire d'une femme qui a recommencé à 68 ans. Mais ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de toutes les femmes qui recommencent à tout âge. C'est l'histoire des femmes qui choisissent la liberté. C'est l'histoire des femmes qui survivent. Et peut-être votre histoire. Je suis Madeleine, j'ai 69 ans. Et ma vie commence maintenant. Quand commencera la vôtre ?